Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Quand chaque matin tu te levais sans rechigner pour te coucher chaque nuit sans soupirer, tu te brisais. Tu perdais les étincelles qui avaient forgé tes rêves, et ce dans l'espoir que tes enfants puissent atteindre un environnement social qui t'était inaccessible. Tu t'acharnais à vouloir leur bâtir la vie que tu aurais désiré avoir. Tu te donnais du mal pour leur offrir une éducation différente de celle qui avait été la tienne, au moyen d'un travail qui t'asservissait. Ces mots, Mehtap Tekke les adresse à son père, immigré kurde de Turquie, venu s'installer en Belgique dans l'espoir d'une vie meilleure. Dans son premier roman, Petite, je disais que je voulais me marier avec toi, publié aux éditions Viviane Ami, elle crie son amour pour ce père profondément digne, et en suivant le fil des souvenirs de son père, elle creuse également sa propre identité. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Mehtap Tekke, bonsoir. Bonsoir. Alors votre livre, il aborde beaucoup de thématiques, la migration, le racisme, la transmission, l'identité, la quête de reconnaissance, le rôle de l'enseignement, le désir d'ascension sociale. Mais toutes ces thématiques, vous les abordez vraiment à travers l'histoire de votre père. Alors qu'est-ce qui vous a donné déjà l'envie d'écrire son histoire ? Eh bien, tout simplement son histoire. Son histoire qu'il m'a racontée à sa manière. Mon père était donc quelqu'un qui avait beaucoup de pudeur, donc il me racontait de temps en temps des bribes de son passé et ça m'a vraiment donné envie d'en faire un livre. J'avais toujours... déjà petite, j'avais envie d'écrire et puis voilà, ça s'est imposé comme ça, tout naturellement. Je me suis dit que le meilleur premier roman que je pouvais écrire, sans doute, devait être l'histoire de mon père. Alors, on comprend en fait au fur et à mesure du roman qu'effectivement c'est un homme très digne, qui parle peu. Alors, comment est-ce que vous avez réussi à sonder son passé ? Parce que vous dites, voilà, de temps en temps, il racontait des bribes. Il y a des choses qui sont très dures. Vous racontez des horreurs qu'il a vécues dans son enfance ou au service militaire, par exemple, en Turquie. Comment ça s'est passé finalement, cette transmission ? Je dirais au détour d'une conversation, sans doute, bien évidemment de plusieurs conversations, c'est-à-dire que, par exemple, il suffisait que nous marchions ensemble voilà, dans la rue un soir et puis il voyait les étoiles dans le ciel et il m'avait raconté à ce moment-là, ah ben tiens, tu sais, quand j'étais petit, je dormais sur le toit de ma maison au village et mon père dormait à mes côtés et on regardait les étoiles. Et donc c'était à sa manière à lui, hein, de cette façon qu'il me racontait son histoire. Bien évidemment, c'était quelqu'un qui ne partageait pas beaucoup, mais bon, j'avais la chance, nous avions la chance, hein, mes sœurs, moi, ma mère, d'avoir cette relation particulière avec lui. Et puis, avec nous, il s'ouvrait, bien sûr, et il nous racontait sa vie. Alors, sa vie, justement, quelle était-elle ? Est-ce que vous pouvez nous retracer un peu son parcours ? D'où vient-il ? Alors, mon père est né dans un village kurde en Turquie, non loin d'Ankara. Il est né donc dans les montagnes et puis voilà, il a grandi vraiment dans ce village. D'ailleurs, quand il était petit, mon père ne parlait pas turc, il ne parlait que kurde parce que c'était vraiment un village composé de Kurdes seulement. Et puis voilà, il a grandi. Mon père était quelqu'un qui adorait apprendre, il était vraiment très curieux intellectuellement. Il aurait adoré aller à l'école. Il a été quelques années et puis malheureusement, les conditions de vie en Turquie étant ce qu'elles étaient dans ces années-là, dans les années 50, 60, eh bien... Il n'a pas pu continuer ses études. Très vite, il a arrêté. Il a travaillé dans des champs et puis voilà. Coton, hein, c'est ça. Exactement. Et il a donc poursuivi voilà sa vie et malheureusement très jeune, vers l'âge de 17-18 ans, il a perdu son père qui était pour lui la personne la plus chère. À ses yeux et puis comme il était le fils aîné, il n'était pas l'aîné de la fratrie, il avait une sœur aînée, mais comme il était le fils aîné, eh bien tout naturellement il est devenu en quelque sorte le chef de famille et
il a dû justement partir, quitter ce village qu'il aimait tant, qu'il chérissait tant. Et il est parti, il est venu en Europe, en Belgique, pour travailler comme ouvrier. Là où il a rencontré ma mère et puis ils se sont mariés et puis vous êtes arrivés. Exactement. Alors, le fait de raconter cette histoire, de transmettre cette histoire qui est unique, qui est unique et qui en même temps peut être universelle, parce que cette histoire d'exil, on sait que c'est pas le seul évidemment, et vous n'êtes pas le seul à venir d'une famille comme ça de personnes qui ont migré et qui sont venues s'installer en Belgique. Mais le fait de raconter cette histoire, est-ce que ça fait aussi partie d'un processus pour vous, d'un processus de recherche d'identité ? Écoutez, peut-être, et sans doute, oui, sans doute, il y a là une recherche d'identité, cette double identité qu'on a sur soi quand voilà, on est né en Belgique, mais que nos parents viennent d'ailleurs. Après, je pense que voilà, cette histoire, comme vous le dites si bien, ce n'est pas uniquement notre histoire à nous, mais c'est également l'histoire de beaucoup d'autres personnes qui sont issues de cette immigration là et qui ont vu justement leurs parents se sacrifier pour eux, parce que c'est une vie finalement qui n'est pas facile. L'exil n'est pas facile. Et j'ai notamment mis en tête du livre une citation de Nazım Hikmet sur l'exil qui dit à quel point l'exil peut être dur et difficile, et je pense que c'est le cas. Je le sais parce que mon père, bien qu'il ait vécu en Belgique pendant plus de 40 ans, finalement, voilà quoi. Son cœur était toujours dans les montagnes en Turquie. Toujours. Il était toujours là-bas et donc voilà. Et je comprenais sa souffrance finalement d'être loin de son pays, en tout cas de son village natal. Alors, je vous propose d'écouter un extrait d'une pièce de théâtre qui s'appelle Moutouf. On va écouter un extrait, ça va être suivi d'une interview de Yasmina Douyeb, qui est comédienne et metteuse en scène, qui nous parle aussi de cette problématique de la double identité qu'elle traite dans la pièce de théâtre Moutouf. Ce spectacle, c'est l'histoire de 5 Belges qui ont un père marocain. Ça aurait pu être l'histoire de 5 Marocains qui ont une mère belge, sauf que non, justement. Alors on s'est demandé pourquoi. On a essayé de remonter jusqu'à la source et on a interrogé nos pères pour qu'ils nous donnent une réponse. Quand il a appris que je voulais faire ce spectacle, mon père m'a dit « Quelle double identité? Ça te concerne pas la double identité, t'es belge toi. Moi je suis déraciné, moi je suis partagé entre 2 cultures. Le Maroc c'est mon pays, vous avez rien à voir avec le Maroc. » Tout le défi de ce spectacle, c'est de parler de la non-transmission et donc d'une identité manquante plutôt que d'une identité réelle. Et donc la particularité, en tout cas qui nous a réunis et qui est surtout vraie aussi pour ma sœur et moi, c'est que c'est une identité qu'on n'a pas eu, ça ne nous a pas été transmis. On ne parle pas l'arabe, on n'a pas reçu la religion en héritage. Enfin, on a très très peu d'héritage du Maroc, et donc du coup, c'est comment vivre avec cette absence d'identité plutôt qu'avec un surplus d'identité. Donc c'est la particularité qui nous caractérise, mais en fait, on s'est rendu compte que ça concernait pas mal de monde. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est que la non-transmission, c'est un vrai problème dont on parle très peu finalement. Oui, et c'est ce qui vous réunissait avec les autres comédiens. Oui. Vous vous êtes rendu compte que cette non-transmission, elle était présente dans plusieurs familles? Oui, à des degrés divers, bien sûr. On n'est pas tous au même niveau. Les garçons sont peut-être un petit peu plus hérités. Disons que les enfants où il y a eu un divorce ont peut-être moins reçu d'héritage que ceux où les parents sont encore ensemble. Mais malgré tout, on souffre tous de ce creux. Et c'est pour ça que, même si on a tous les 5 une maman belge, on avait envie de parler du papa marocain, parce que c'est cette identité-là qui nous pose question, puisque c'est l'identité qu'on n'a pas reçue. Alors, peut-être une réaction par rapport à ce qu'elle dit. Est-ce que vous retrouvez dans certaines choses ou pas? Alors, pas vraiment.
pas vraiment pour être honnête, mais peut-être que la différence c'est que, bon, moi mon père était kurde, ma mère est turque, donc à la maison mes parents parlaient turc, ma mère cuisinait turc. Je pense que c'était plus à l'extérieur, à l'extérieur de la sphère familiale où finalement il y avait aussi un devoir d'intégration de notre part, de s'intégrer dans la société belge, dans la société d'accueil. Nos amis étaient belges et puis on allait à l'école en Belgique, donc forcément on parlait la langue française aussi à l'école avec nos amis aussi. Donc est-ce que vraiment c'est pas plus une je dirais à la place peut-être de non-transmission, est-ce que finalement c'est pas le devoir d'intégration pour pouvoir pour être certain qu'on puisse s'adapter à cette culture qui nous accueille et qui a tellement de bons côtés finalement et qu'on voudrait dans laquelle on voudrait s'insérer. Ouais. Alors c'est vrai que vous parlez de l'école. L'école, c'est un peu un fil rouge dans votre livre aussi, parce que vous l'avez dit, cette école, votre père adorait y aller enfant. Et puis, il a dû arrêter l'école pour rejoindre son père dans les champs de coton. Cette école, il a aussi beaucoup misé dessus pour votre avenir à vous et à vos sœurs. Et donc, est-ce que l'école, pour vous, reste vraiment un moteur d'émancipation, un moteur d'ascension sociale aussi ? Ah, tout à fait, tout à fait. Je ne peux même pas imaginer finalement ma vie sans ce tremplin-là. Finalement, ça a vraiment tout déterminé. En Belgique, vous savez, on a beaucoup de chance d'avoir ce système-là. Finalement, des enfants d'ouvriers, des enfants plus pauvres peuvent étudier s'ils le souhaitent, s'ils le veulent. Voilà, je pense que c'est vraiment un privilège, c'est magnifique finalement. C'est pas le cas partout ailleurs dans le monde où on peut aller à l'université, on peut se permettre d'y aller. On n'est pas endetté parce qu'on va à l'université non plus. Donc je pense que c'est un système magnifique qui a été mis en place en Belgique et qui a permis à des gens comme moi, issus de l'immigration, issus d'un milieu ouvrier, de pouvoir finalement avoir des diplômes et devenir écrivain par exemple, et de m'asseoir ici ici à cette table avec vous. Face à moi. Mais c'est vrai qu'en même temps, beaucoup disent oui, mais l'école en Belgique, elle est quand même, elle reproduit les inégalités sociales. C'est quand même difficile de s'extraire de certains milieux. Donc voilà, elle n'est pas parfaite, mais pour vous, il y a quand même des choses positives dans votre expérience à vous. De mon point de vue, bien évidemment, il y a beaucoup de côtés positifs dans ce système-là, parce que, bien évidemment, il faut un accompagnement à côté. Moi, j'ai eu de la chance, moi et mes sœurs, nous avons de la chance d'avoir des parents qui étaient là et mon père nous a vraiment poussés justement à s'investir là-dedans. Donc, bien évidemment, il faut également le vouloir, mais en Belgique, effectivement, si on veut étudier, on peut aller à l'école, on peut aller également à l'université. Après, il faut bien évidemment étudier, il faut s'investir, mais moi je vois vraiment beaucoup de côtés positifs là-dedans. Mais alors, quand on réussit à l'école comme vous, on devient un peu un exemple. Et alors vous l'illustrez à travers une anecdote dans le livre. À un moment, donc, dans votre jeunesse, vous recevez un prix de français et le directeur de l'école prononce un discours. Il explique que votre réussite est un pied de nez à ceux qui disent que l'immigration n'a rien à proposer en retour. Alors, vous, en fait, vous avez un peu du mal à comprendre. Vous expliquez dans le livre que finalement, pour vous, la maîtrise du français, elle est naturelle, elle est ancrée en vous. Et pourquoi est-ce que vous, finalement, méritez une telle admiration alors que c'est naturel ? Alors, comment est-ce qu'on réagit comme ça quand, à la fois, pour nous, c'est naturel et en même temps, on est quand même renvoyé à cette image de l'immigré. L'immigré qui a réussi, mais quand même l'immigré. Mais écoutez, c'est naturel parce que c'est finalement on est né ici, donc on est né en Belgique, on parle le français, je parle le turc un peu également, mais je parle mieux le français. J'ai écrit un livre en français, je ne pourrais pas l'écrire en turc, par exemple. Donc, et je pense que c'est dû au fait que, finalement, tout simplement, quand on est enfant d'immigrés et qu'on est né en Belgique, il n'y a plus aucune différence entre cet enfant d'immigré et puis l'enfant dont la famille est en Belgique depuis des générations. Il n'y a plus aucune différence. Et en même temps, le directeur de l'école, lui, souligne quand même une différence, puisqu'il dit, ça c'est un bon exemple de quelqu'un qui a réussi, alors que peut-être
que pour vous, vous auriez peut-être eu envie de vous noyer dans la masse, entre guillemets. Non, je pense que finalement, c'est bien également de le souligner parce que lui le souligne, en tout cas dans le livre, mais il ne le pense pas. Il le dit parce qu'il sait que certaines personnes pourraient le penser. Et donc voilà, je pense que c'était une manière de le rappeler. Et je pense que c'est bien aussi de le rappeler et puis de montrer ces exemples de jeunes issus de l'immigration qui ont un bon parcours et qu'on puisse un peu sortir de cette image d'immigration délinquante ou autre, qui malheureusement colle à la peau. Et puis il faut également souligner les beaux parcours, les parcours comme le vôtre. Alors, un des thèmes que vous abordez aussi, c'est la question du racisme, avec une scène assez surréaliste qui se déroule dans l'épicerie de votre père. Donc votre père a travaillé sur des chantiers pendant une grande partie de sa vie ici en Belgique. Et puis, il a ouvert une épicerie dans la région de Charleroi. Et donc, il y a un homme qui vient dans cette épicerie et qui vient... on peut dire cracher sa haine des migrants sans se soucier ou sans se rendre compte qu'il s'adresse à l'un d'eux finalement. Alors vous, on sent dans le livre que ça vous fait bondir, vous entendez ça et vous êtes révolté, mais votre père, lui, il reste impassible. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Je pense que je l'explique notamment par son parcours. C'est, il a appris finalement à faire l'impasse sur certaines difficultés de la vie. Dans le livre, la narratrice est encore jeune. Elle rentre à l'université. Elle est dans cet âge où on a beaucoup d'énergie, on bouillonne. Mais lui, il a du vécu et il a un certain parcours. Donc, il a appris à l'accepter. C'est comme ça, tout simplement. Il est résigné alors. Face au racisme, il a été résigné ? Il est résigné, mais pas je ne verrais pas ça... peut-être que résigné, c'est un peu, finalement... ça a un petit côté péjoratif, mais plus dans l'acceptation. C'est comme ça, mais il faut simplement se concentrer sur ce qu'il y a de beau et de bon dans ce monde. Alors, votre père, il avait beaucoup de rêves. Alors, des rêves, d'abord des rêves à lui, puisque en fait, toute la première partie du livre aborde effectivement toute la jeunesse de ce père et tous les rêves qu'il ne va pas pouvoir accomplir. Et on a vraiment l'impression dans le livre que finalement, les rêves vont sauter d'une génération. Les rêves du père, ils vont passer finalement à cette fille qui est la narratrice du livre. Exactement, c'est exactement ce qui est mis en avant dans le livre. Finalement, c'est ça. Quand on est l'enfant d'eux, on est une sorte d'extension de cette personne-là. Et puis, tous ces rêves que lui avait accumulés et qu'il n'a pas pu réaliser, finalement, à travers ses enfants, il y a une réalisation de soi qui se met en place. Il y a également... Et puis, c'est de génération en génération. Finalement, son père à lui, donc le grand-père de l'histoire, est né dans le village. Il est mort dans ce village. Il n'a pas pu le quitter, mais lui, dans un sens, il est né là, mais il est quand même parti, il l'a quitté. Donc, à chaque fois, à chaque génération, eh bien, tout simplement, il y a un échelon qui est gravi et voilà, qui est franchi. Et puis voilà, quoi. Donc, c'est une sorte de passation de rêve et d'ambition qui se met en place de génération en génération. Mais du coup, avec aussi une forme de responsabilité pour la fille que vous êtes. Vous écrivez par exemple dans le livre « Tu aurais mérité de concrétiser tes rêves. C'est pour cela qu'à mon tour, je me suis engagée à perpétuer tes ambitions, à les assimiler et à les faire devenir réalité, même s'il faut pour cela feindre qu'elles sont miennes. » Ça a un côté triste aussi, de se dire que vous avez dû peut-être endosser ces rêves. Il y a une forme d'obligation ? Il y a une forme peut-être d'obligation, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que simplement réaliser le rêve de cette personne-là, eh bien, en réalisant ces rêves-là, ça nous rend heureux parce qu'on sait que ça le rend heureux. Donc, il y a une forme de générosité, je vais dire, simplement qui permet de ne pas en souffrir, de ne pas souffrir de cette responsabilité-là et simplement d'être heureux, de voir la personne qu'on aime le plus être heureux.
Ouais, et en même temps, parfois les mots sont durs, hein. Par exemple, quand vous quittez le pays pour partir travailler loin, très loin même, on sent qu'il y a une forme oui, une forme de dureté dans les mots. Alors, je lis de nouveau un extrait. Demeurer auprès de toi n'est plus une option. Il me faut parcourir ces milliers de kilomètres pour satisfaire les ambitions que tu as choisies pour moi. Au fond, le malheur que mon départ t'impose, tu te l'es infligé. C'est dur quand même. C'est peut-être, ça peut être vu comme ça, mais c'est tout simplement quand on part du bas, il y a une responsabilité aussi d'en sortir, et ça fait partie de tout ça. Hein, il pas y avoir que des bons côtés, il y a des côtés un peu plus difficiles, il y a des obligations qui se mettent en place, il faut partir, c'est comme ça, il faut avoir ses diplômes, c'est comme ça, et puis voilà quoi. Oui, mais on sent de cette volonté, ce désir d'ascension sociale, c'était vraiment quelque chose qu'il voulait pour vous, hein, qui était vraiment important pour lui. Oui, bien sûr. Tout à fait, c'était très très important, et puis je pense que ça doit être le cas pour tout parent finalement, de vouloir voir ses enfants franchir justement un cap supplémentaire, un échelon supplémentaire dans cette ascension sociale là. Donc de nouveau, il y a vraiment ce côté générationnel, hein, lui par rapport à son grand-père a sauté a grimpé une marche, et puis il veut voir ses enfants en gravir d'autres. Je pense que ça fait partie de l'ambition, mais c'est bien d'avoir de l'ambition, c'est positif, hein. Ça donne envie d'accomplir de belles choses. Alors votre roman, il est écrit à la deuxième personne du singulier, donc vous vous adressez vraiment à ce père, vous l'interpellez même à plusieurs reprises. Pourquoi avoir décidé d'opter pour ce style de narration ? Eh bien, tout simplement parce qu'au départ, je n'avais pas l'intention d'en faire un livre. Pour dire la vérité, j'avais écrit une 30aine de pages, notamment le début et quelques scènes au milieu, où simplement j'avais envie, moi, de m'adresser à mon père, mais par écrit. Et puis, donc c'est pour ça que je l'ai écrit, justement, en m'adressant à lui. Et puis, par la suite... 1 ou 2 années plus tard, j'ai rouvert le document, et en le relisant, je me suis dit, ça doit être ça, quoi. C'est ce livre-là qui va sortir, qui doit sortir, et j'en ai fait à ce moment-là un livre, mais je voulais garder cette authenticité du premier jet finalement, et toute l'émotion que j'avais mise dans ces pages-là. Donc c'est pour ça que j'ai gardé ce style de narration. Oui, de vraiment vous adresser à lui. Et je disais, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'amour qui ressort de ce témoignage. On sent tout l'amour, toute l'admiration que vous aviez pour lui. Et vraiment, il y a des mots, il y a des phrases qui sont très belles. Voilà, j'en avais encore repris une. Tu seras notre soleil, l'astre qui ne cesse de briller, de réverbérer son éclat sur les autres. Tu éblouiras notre quotidien, presque malgré toi. Alors, c'est des mots qui sont très beaux, qui sont très forts. Votre papa est malheureusement décédé il y a quelques semaines. Est-ce qu'il a eu le temps de lire ? Oui, il a pu la voir. Exactement. Donc, oui, j'avais reçu justement des exemplaires du service presse. Et donc, voilà, j'avais pris 3 exemplaires, un pour moi, un pour ma mère et un pour lui. Et puis, mon père ne lisait pas très bien le français, donc ma mère a eu la gentillesse de le lire pour lui, et il était vraiment très, très fier. Ouais, j'imagine cette fierté de voir sa fille, notamment, devenir écrivain. Est-ce que c'était quelque chose qui comptait pour lui ? Oui, bien sûr. Je pense que finalement, il n'a pas été très surpris. Hein. Les membres de ma famille n'ont pas été très surpris de savoir que j'avais écrit un livre et qu'il allait être édité. Mais bien sûr, il était tellement fier. Il disait justement que c'était ce qui le rendait vraiment fier, c'était le fait que son nom de famille allait perdurer un peu dans l'histoire, avec justement en étant mis sur la couverture d'un livre, et donc pour cela je suis vraiment heureuse. Peut-être que c'est pas vraiment le mot vu les circonstances, mais ça me console en quelque sorte.
Oui, c'est une consolation, maigre consolation peut-être, mais une consolation tout de même. Alors on le disait, c'est une histoire qui est à la fois très singulière et qui est en même temps universelle. Est-ce que c'est peut-être un objectif que vous vous étiez fixé avec le livre, c'est d'essayer que d'autres se reconnaissent, que d'autres, peut-être ça donne envie à d'autres de fouiller leur histoire, ou que ça donne de l'ambition à d'autres, puisque c'est un mot que vous utilisez? Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles j'ai dépersonnalisé en quelque sorte tous les caractères, de tous les personnages du livre. Ils n'ont pas de nom, c'est simplement le père, c'est la mère, et puis il y a le grand-père et la grand-mère. Et voilà. La raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est vraiment parce que je voulais... je savais qu'on pourrait s'identifier à cela. Je veux dire, il suffit d'avoir vu et d'avoir été le témoin du sacrifice de ses parents, enfants, pour pouvoir s'identifier à ce père-là, au portrait que j'en fais. Je pense, j'avais reçu justement un commentaire d'une jeune femme, une blogueuse sur les réseaux sociaux, qui avait justement écrit, en lisant ce livre, qu'au fil des pages, elle avait reconnu son père dans ce livre-là. Et honnêtement, ça m'a vraiment touchée parce que c'était l'un des objectifs du livre, justement, en l'écrivant de cette manière-là. Et donc, voilà, je pense vraiment que c'est l'histoire de mon père et c'est mon histoire à travers lui, mais c'est également l'histoire de beaucoup d'autres personnes, et ça, j'en suis certaine. Oui, et ce focus vraiment sur le père, c'était important pour vous de rester vraiment, on va dire, sur sa personnalité, sur lui, sur son histoire, parce que c'est vrai, vous auriez pu parler de votre maman, vous auriez pu parler de l'histoire familiale plus largement, mais vous vouliez vraiment circonscrire au père. Oui, ça c'était voulu parce que ce livre, ce n'est pas un livre sur les parents, ce n'est pas un livre sur la famille, c'est un livre sur le père. Je voulais en quelque sorte écrire un livre positif sur les pères qui aiment leurs enfants, les pères qui placent le bonheur de leurs enfants au-dessus du leur, les pères qui sont prêts à se sacrifier pour leurs enfants. Et la majorité d'entre eux sont comme ça, fort heureusement. Et voilà, je voulais aussi parler du père, le célébrer en quelque sorte, le père, la figure du père, l'individu, lui en quelque sorte le sacraliser à nouveau, lui redonner cette place, finalement cette place qu'ils occupent dans nos cœurs. Et donc voilà. Le père qui est prêt à faire des centaines de kilomètres pour venir vous rechercher quand vous aviez de la fièvre à l'université. C'est une des anecdotes un peu que vous racontez dans le livre. Donc un père qui était vraiment disponible, aimant et toujours là pour vous. Oh bien sûr, pour moi, pour mes sœurs. C'était, mon père était un père qui vraiment adorait ses enfants et je pense vraiment que tout ce qu'il a fait, au final, c'était pour ses enfants. Oui, parce que vous parlez de sacrifice, effectivement, malgré j'imagine que peut-être à un certain moment de sa vie, il a voulu retourner vers ses racines. Ça restait important dans sa vie et en même temps, vous étiez importante aussi. Donc, il a vraiment trouvé l'équilibre entre les deux à un moment. Oui, bien sûr, je pense aussi. Et puis, on peut... trouver un équilibre et puis simplement embraser les deux, je pense. Il avait dans son cœur aussi ce village natal qu'il a aimé plus que tout et je pense que ça lui a donné justement cette personnalité-là également. Mais alors, on va conseiller donc à nos lecteurs donc cette lecture. Donc petite, je disais que je voulais me marier avec toi. Donc c'est le premier roman de Metap Teke, donc publié aux éditions Viviane Ami. Mais on l'a dit, c'est un roman qui aborde vraiment toutes ces questions de l'exil, de la migration, de l'intégration, du rôle de l'enseignement. Il y a plein de choses qui sont abordées comme ça par petites touches à travers cette histoire très riche et très bien écrite. Merci beaucoup, en tout cas, Metap Teke. Merci à vous de nous avoir suivis et une belle soirée à tous.